Vous suivez l'invité de la rédaction de l'agence guinéenne de presse AGP. Vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous. Cet entretien, je rappelle souvent, consiste à décortiquer l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille, Monsieur Jean-Paul Seydi, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, en abrégé MEPUA. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. On est très enchanté de vous recevoir dans l'invité de la rédaction. Non, c'est moi qui suis heureux parce que ça répond à deux sollicitations ou instructions même du chef de l'État. C'est d'abord dans le sens de la redevabilité, de pouvoir communiquer avec les populations sur ce que nous faisons au niveau gouvernemental, même si lui aurait souhaité que ce soit dans les langues nationales pour toucher le plus grand nombre. Mais c'est déjà ça, d'une certaine redevabilité auprès des populations. Mais aussi pour moi, particulièrement, c'est un plaisir de pouvoir un peu expliquer ce que nous faisons et pour que notre mission soit bien comprise et bien cadrée. Cela fait plus d'un an que vous dirigez le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Quelle est, selon vous, la marque principale que vous avez imprimée depuis votre arrivée à ce poste ? Bon, ça fait un an que je suis effectivement à la tête du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Pour moi, la marque principale que j'ai apportée depuis mon arrivée, c'est un peu un pilotage selon les manières de procédure qui existent dans le ministère, c'est-à-dire revenir à un fonctionnement normal d'une administration. Peut-être que vous êtes aussi de l'administration, vous le savez, il y avait beaucoup de lenteur, de blocage qui n'étaient pas dus aux structures du ministère, mais qui étaient dus plutôt à la manière de faire des personnes et donc plus aux personnes. Alors aujourd'hui, nous sommes revenus à ce que chaque direction puisse travailler normalement, assumer ses responsabilités et prendre les décisions qui sont à leur niveau. Et ça fluidifie le travail et ça permet un peu de situer les responsabilités et de pouvoir féliciter ou sanctionner négativement ceux qui ne sont pas à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Très bien. Je crois que ça, c'est le plus grand pas que l'on a pu faire. Malgré la gratuité des manuels scolaires instaurés par l'État, ceux-ci continuent d'être revendus illégalement sur le marché du pays. Monsieur le ministre, quelles mesures votre ministère prend-il pour mettre fin à ce trafic? Vous voyez, voilà l'intérêt un peu d'une émission comme celle-ci. C'est d'abord un peu, c'est illusoire de croire qu'il est du rôle du ministère de l'enseignement préuniversitaire de régler le trafic. Enfin, les actions frauduleuses sur le marché. Ce n'est pas du tout notre mission. Notre mission, d'abord, c'est qu'il faut le dire, et ça va être, nous l'espérons fort, reconduit lors du référendum, c'est de garder le caractère gratuit de l'enseignement fondamental. C'est-à-dire que les enseignants, que les enfants guinéens aient accès à l'éducation jusqu'à 16 ans de manière gratuite. Donc y compris la fourniture de matériel scolaire, notamment des manuels, mais aussi la craie, les ardoises. Maintenant, ce qui est de l'utilisation frauduleuse qui est faite de ces choses-là, c'est comme si vous disiez qu'est-ce que le père de famille fait pour lutter contre le trafic des télévisions volées dans les ménages. Nous garantissons que les manuels qui sont mis à notre disposition sont conduits vers les élèves, et que les élèves reçoivent effectivement ces manuels. C'est là notre obligation. Maintenant, qu'il y ait, et ça il faut le savoir, c'est que le livre, il peut être reproduit. Donc les livres que vous voyez sur les marchés sont souvent reproduits. Et pour que les trafiquants qui usent de ces stratagèmes, pour qu'ils puissent sortir valablement ces manuels au niveau de la douane, gardent les inscriptions en République de Guinée, donc gratuits, et ainsi de suite, ce qui donne droit à des abattements fiscaux qui leur permettent de sortir ces livres, très certainement. Mais ça, nous n'avons aucun contrôle sur cela. Donc ce que je peux dire, c'est que les livres qui sont vendus sur le marché ne viennent pas forcément, je ne dis pas que un ou deux cadres ou une personne de l'enseignement n'ait pas sorti 5 ou 10 livres, mais c'est une partie extrêmement minime.
La grosse partie est le produit d'une fraude organisée, structurée et qui doit être combattue par les services compétents, à savoir la police, la gendarmerie, voilà. Alors, monsieur le ministre, on va continuer cet entretien. Parlez-nous de la réforme des programmes du préscolaire. Du préscolaire? Oui. Ah, d'accord. Alors là, en fait, il n'y a même pas, disons qu'on a mis en place un programme. Le préscolaire, vous savez, jusqu'il y a quelques années, n'était pas rattaché au ministère de l'Enseignement. Hein. Il était au niveau de la promotion féminine. Aujourd'hui, on essaye de lier le préscolaire à l'enseignement préuniversitaire, ce qui est une bonne chose parce que ça permet non seulement de rabaisser un peu l'âge d'inscription des enfants, leur prise en charge immédiate. Donc les programmes sont déjà lancés à ce niveau. On est en train de faire des écoles de plus en plus, pas plus tard que au milieu de cette année, on a encore pu avoir presque 600 et quelques écoles qu'on appelle du pré-primaire, parce que ce que nous faisons, c'est plus du pré-primaire que de la maternelle. C'est du pré-primaire, c'est-à-dire que des enfants qui n'ont pas pu forcément avoir accès à la scolarité, que nous les prenions en charge, et en même temps que nous prenions ceux qui sont au maternel. Donc les programmes sont lancés, mais le but là-bas, ce n'est pas les apprentissages. Hein. Là-bas, le but, c'est plus l'épanouissement de l'enfant, c'est plus l'initiation au premier principe d'apprentissage de concepts un peu plus compliqués. D'accord. Et depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD en 2021, monsieur le ministre, des infrastructures scolaires ont été construites dans les zones rurales. Quel bilan faites-vous de l'impact de ces constructions sur l'éducation? Alors, moi je dis toujours que dans le système éducatif, notamment au niveau de l'enseignement préuniversitaire, les trois composantes qu'on cite toujours, c'est ça, c'est les infrastructures. Okay? Ouais. Ensuite, c'est les enseignants, donc le personnel enseignant, et ensuite c'est les programmes. On a besoin des trois pour qu'on ait quelque chose de performant. Donc il est important pour nous de développer ces infrastructures scolaires. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 2 ans, en 3 ans. C'est quelque chose qui va être continu. La population grandit, le besoin change, la qualité même des infrastructures doit évoluer. Mais toujours est-il qu'avec nos partenaires et même avec le BND, nous avançons. Rien que cette année, nous avons mis à disposition encore près de 650 salles de classe nouvelles. Ça ne suffit toujours pas, mais c'est déjà ça de bien. Mais je voudrais, les gens souvent demandent des infrastructures à tout va. Les infrastructures doivent aller avec la population scolaire, et avec l'endroit, le choix du lieu où l'infrastructure doit être faite, et avec la disponibilité également des enseignants. Il y a toute un microclimat à créer pour que ce soit positif. Mais nous sommes regardants là-dessus, nous avançons. Le manque d'infrastructures n'est pas si criard que veulent nous faire croire, soit les réseaux sociaux ou les individus qui vous sortent des classes, comment ils les appellent, des écoles hangars et tout ça. Et justement, je vais vous poser la question tout à l'heure par rapport à ça. Toutefois, on voit des élèves suivant des cours sur des abris de fortune, et ça se passe généralement à l'intérieur du pays, dans les zones rurales. Et que fait le MEPIA pour remédier à cette situation et offrir un cadre d'apprentissage à tous, de manière digne? Encore une fois, je vous le dis, c'est quand même par rapport à un programme de réalisation que nous faisons qui répond à une carte scolaire. D'accord. Le citoyen souhaiterait qu'il y ait une école pour chaque enfant. Mais l'État est plus rationnel. On ne peut pas faire une école pour chaque enfant. Okay? Donc on va faire des écoles et les enfants devront se déplacer et venir vers ces écoles. Et ce que nous souhaitons, c'est que ces écoles soient de plus en plus mieux faites, qu'elles soient plus agréables et qu'elles correspondent vraiment aux attentes des populations. Mais ceci étant dit, ce qu'on appelle les écoles hangars, ainsi de suite, je pense qu'il ne s'agit pas de les supprimer coûte que coûte pour ne plus avoir d'école. Et que personnellement, en tant qu'enseignant, je préfère avoir des enfants sous un manguier que je peux encadrer plutôt que de ne pas avoir d'enfants du tout et les laisser vadrouiller dans la... Donc moi je salue aussi l'effort de ces enseignants qui sont dans ces conditions très précaires. Je félicite les parents qui acceptent malgré tout
de donner une chance à ses enfants. Maintenant, il revient à l'État, c'est le devoir de l'État de faire évoluer ça, de faire de meilleures écoles. Et ça, tout gouvernement responsable se bat pour que cela soit fait. Et nous nous battons pour que cela soit fait. D'accord, monsieur le ministre. Alors aujourd'hui, est-ce que la Guinée dispose-t-elle d'un lycée d'excellence à l'image de ce qu'on retrouve dans d'autres pays, notamment la sous-région? Dans le cas contraire, pourquoi? Et s'il en existe, quelle est sa portée stratégique pour le système éducatif guinéen? Bon, là aussi, c'est une question de politique, hein, c'est une question de stratégie. Vous savez, jusqu'à présent, la Guinée a été dans une logique d'enseignement de masse. Oui. L'objectif premier, la volonté des dirigeants, c'était de scolariser le plus grand nombre et surtout de faire en sorte que tout le monde ait à peu près le même niveau de formation. Ouais. Cette vision est assez utopique, mais c'est un choix politique que l'on peut faire. Aujourd'hui, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, accepte et admet l'élitisme. Il souhaite qu'il y ait une élite, et c'est dans sa vision, c'est que c'est une élite avec les moyens à la disposition aujourd'hui de la Guinée. Ouais. C'est une élite qui devra tirer le grand nombre. C'est un choix à faire, et ce choix a été fait, et nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir à cette école d'excellence que nous pouvons mettre en place et qui pourra apporter, qui pourra répondre aux attentes du président de la République d'abord, mais aussi de tout le gouvernement, parce que personnellement, je crois aussi qu'il faut une masse critique pour pousser la grande masse. Aujourd'hui, concrètement, nous n'avons aucune école d'excellence. La seule qui est en embryon, qui est en train d'être mise en place, c'est le Prytanée militaire. Beaucoup pensent que le Prytanée militaire, c'est militaire. Non, le Prytanée militaire n'est pas militaire. Le Prytanée militaire, c'est d'abord une école. Les programmes sont les programmes guinéens. Les enseignants sont les enseignants du système éducatif guinéen. Les évaluations sont faites par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ce qui change, c'est qu'à côté de la formation scientifique qui est donnée aux élèves, il y a une formation militaire et civique. Ce qui en fait des jeunes excellents, justement, qui sont destinés à protéger les intérêts de l'État. Oui. C'est que les enfants qui sortent des Prytanée ont été suffisamment cadrés pour que la priorité pour eux soit l'intérêt commun et non pas des intérêts individualistes qui sont un peu une des raisons de notre retard aujourd'hui. Donc voilà un peu pourquoi le président a préféré commencer par les Prytanée. Et cette idée est fortement soutenue par le ministre de la Défense qui en fait une préoccupation. Alors normalement, le 2 octobre 2025, nous allons inaugurer le Prytanée qui sera à Tabili, une école moderne où il y aura un certain nombre d'enfants qui, à la suite des examens nationaux, vont intégrer ces écoles et dont nous croyons que nous en ferons l'élite de la Guinée de demain. Plusieurs écoles sont construites par des ONG, des institutions partenaires, souffrent d'un déficit d'enseignants. L'intégration des contractuels à la fonction publique a-t-elle permis de combler ces vides, monsieur le ministre? Non, on est loin, on est loin. Je crois que l'État a fait un effort surhumain, a pu recruter presque 12 000 enseignants d'un trait. Bon, pour ceux qui font un peu de planification et autres, il faut dire que c'est un effort énorme. Mais le gap est là encore. On a encore besoin de près de 10 000 enseignants, tous niveaux confondus, pour pouvoir... Mais vous savez, le besoin en enseignants, ça sera toujours... À chaque fois qu'on va améliorer, qu'on aura plus de salles de classe, qu'on va diminuer les effectifs dans les classes, on aura besoin d'enseignants. Donc la pénurie d'enseignants, c'est un peu quelque chose qui nous pend au nez pour encore quelques temps, mais on se bat pour résorber ça en qualifiant le métier d'enseignant déjà, en le rendant plus attractif. Oui. Aujourd'hui, les enseignants ne semblent plus très malheureux. Et ça fait que d'autres jeunes qui ont la vocation sont capables quand même de venir pour exercer ce métier d'enseignant. Donc on est là-dessus. Alors on va continuer cet entretien. Où en est aujourd'hui le partenariat, monsieur le ministre,
entre vous, quand je dis vous, c'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les bailleurs de fonds ainsi que les partenaires techniques. Et quels sont les projets en cours ou à venir? Bon, avec vous savez, le mariage État, partenaire technique et financier, il est perpétuel. Nous avons d'excellentes relations avec nos partenaires traditionnels qui sont la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNESCO et tout le monde. On continue à travailler dans l'intérêt des enfants. Ouais. Le but de ces institutions, c'est de donner les moyens à l'État de faire sa politique dans le domaine de l'éducation. Donc, ils nous accompagnent fermement. Et actuellement, nous sommes presque à la fin du PRODEC, qui était un programme décennal qui va finir en 2028, je pense, Oui. et qui définissait un peu les objectifs de l'éducation nationale pour la Guinée. Et tout de suite, nous sommes en train d'engager 2 autres programmes encore, avec la Banque mondiale, avec l'AFD comme opérateur, avec beaucoup d'institutions qui vont être des opérateurs. Et ce sera pratiquement pour des montants significatifs de près de 130 millions de dollars. Donc ça veut dire que la coopération avec les bailleurs vont bon train. Ce qui est priorisé dans cette coopération et qui est intéressant et qui est important de noter, c'est que la qualification ou disons la transformation du métier d'enseignant est une donne importante, ainsi que l'amélioration des conditions d'études dans les classes de l'enseignement secondaire. Vous savez, jusqu'à présent, l'accent est mis fortement sur le primaire, ce que l'État guinéen, lui, fera au niveau BND, mais au niveau partenaire technique, l'accent sera un peu mis sur le secondaire et les classes d'excellence dont vous parlez seront effectivement prises en compte. Très bien dit. Vous avez pris part récemment à une mission officielle à Paris, à l'invitation de l'UNESCO. Quelles ont été les retombées de cette rencontre pour l'éducation guinéenne? Bon, disons, pour moi, c'est pour la Guinée déjà. Vous savez, à l'international, on est très absent au niveau de ces institutions scientifiques et éducatives. Au niveau de l'UNICEF, au niveau de l'UNESCO, à l'international, nous ne sommes pas présents lors des commissions techniques pour prise de décision et surtout pour prise en compte de nos préoccupations. Oui. Donc cette conférence a été, même si le thème c'était vraiment sur la digitalisation du système éducatif, mais ça a été l'occasion d'avoir des relations un peu plus personnelles avec... des expériences non, mais même personnelles, humaines, avec les responsables de ces institutions. Oui. C'était un lieu de plaidoyer aussi pour nos préoccupations, ce que j'ai fait. Parce que vous savez qu'avec la digitalisation aujourd'hui, le risque, c'est que nous ne sommes pas totalement prêts pour la transformation du système, du système classique au système numérique. Alors, donc, il fallait un peu expliquer ça pour qu'ils puissent nous accompagner. Donc, globalement, l'intérêt de la présence là-bas, au-delà du thème de la conférence, c'était du relationnel, de faire revivre la Guinée à l'international, d'établir des relations avec le leadership de ces différentes organisations internationales et de rencontrer les responsables aussi à plus haut niveau des autres États, des autres pays africains, européens, latino-américains, qui ont en réalité les mêmes préoccupations que nous. D'accord. L'actualité oblige. On va parler du recensement biométrique. Le MEPIA, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, est-ce que ce département a prévu des kits scolaires dans les établissements scolaires? Non. Ce n'est pas le ministère de l'Enseignement qui organise les élections. Il y a le MATD, c'est eux qui doivent prévoir les kits dans les établissements scolaires. Oui. Mais l'idée est lancée et effectivement, ça va se faire comme ça. Oui. Que ce soit au secondaire, tout comme d'ailleurs dans l'enseignement technique et l'enseignement supérieur, il y aura des kits. Vous savez, ce recensement, c'est une nécessité. Le problème du recensement, c'est qu'on veut faire table rase un peu de toutes les pratiques pour avoir des données statistiques fiables qui vont permettre de réaliser tout ce que je viens de dire ici, ces écoles d'excellence, aussi bien qu'organiser l'agriculture, l'environnement, la santé, les infrastructures routières. Tout cela ne peut être fait que si nous avons des statistiques en très bonne, fiables. Donc vraiment, c'est une activité
phare du gouvernement actuellement. C'est une priorité du président de la République et nous mettrons tout en œuvre pour arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur le ministre, quelle relation entretenez-vous avec les écoles privées? Les écoles privées sont des écoles guinéennes. Nous avons de très bonnes relations avec elles. Nous essayons, c'est vrai que nous n'avons pas peut-être une vision totale de ce qui se passe dans le privé, mais nous essayons il y a des associations de fondateurs d'écoles privées et les écoles privées sont soumises aux règles, au règlement de l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est nous qui inspectons, c'est nous qui évaluons, c'est nous qui donnons les autorisations. Donc il n'y a pas deux écoles, hein. Il y a l'école guinéenne. Oui. Mais simplement il y a un statut privé et un statut public. Oui. Le statut privé fait que les écoles privées sont payantes et il est de la liberté des parents d'aller vers l'un ou l'autre des systèmes. Oui. Moi, mon travail consiste à faire en sorte que la quasi-totalité des enfants guinéens viennent dans l'enseignement public, qui est plutôt gratuit et que nous souhaitons qualifier pour qu'elle soit de meilleure qualité que l'enseignement privé. D'accord. Le projet Simandou est au cœur de l'actualité. Selon vous, quel rôle ces méga-projets pourraient-ils jouer dans le développement du secteur éducatif? Bon, vous savez que l'éducation, c'est le deuxième pilier. Hein, mais le projet Simandou en tant que tel, ce n'est pas uniquement pour l'éducation. C'est un projet déclencheur. C'est un projet qui doit permettre de développer tous les aspects. Ce qui est important, c'est le programme Simandou. Oui. Le programme Simandou, lui, va prendre en compte tous les aspects de développement d'une Guinée durable, d'une Guinée structurée, d'une Guinée qui fait espérer les jeunes générations. Oui. C'est pourquoi le volet éducation et culture est le second pilier de ce programme. D'accord. Et ce programme permet de piocher dans le projet, qui est le projet minier, qui est en train de se faire du côté de Bela Kérouané, de piocher des ressources pour venir développer. Mais vous avez vu que tous les secteurs sont touchés. Hein. On commence par l'agriculture, l'éducation, le tourisme, tous les aspects vont être... mais ça va être le plat commun que l'on a où on peut puiser des ressources. Ouais. Et il se trouve qu'aujourd'hui, parce que sur ce projet, 5% des revenus vont être dédiés à l'éducation et à la culture. Et ça va nous permettre de travailler convenablement. Mais le plus gros danger sur le programme Simandou, c'est si vous et nous, acteurs du système, n'y croyons pas. Oui. Il est important que vous, journalistes, que les étudiants, les élèves, les parents d'élèves, que tout le monde soit bien convaincu que ce qui va se faire dans l'exploitation minière va donner des ressources à l'État guinéen pour développer l'ensemble des composantes de développement du pays. Et que c'est une réalité. Et c'est l'occasion vraiment de féliciter la volonté de l'État guinéen, et notamment par la position claire du président de la République, de faire profiter des Guinéens du maximum de la productivité de nos installations. Vous allez le voir, d'année en année, on va aller vers la transformation de nos produits. On ne va pas continuer à exporter la bauxite comme ça, l'or ou quoi que ce soit. On va aller vers beaucoup plus de transformation sur place pour ajouter, qu'il y ait une valeur ajoutée et que le résultat soit positif. Et ça, c'est une volonté, c'est une vision. Ça ne va pas être facile, mais ça va se faire. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien. 3 départements ministériels se partagent on va dire, de la gestion du système éducatif guinéen. Comment se passe la synergie, la symbiose, la coordination? Est-ce qu'il y a une réelle synergie qui est mise en place? Oui. Bon, déjà, à l'intérieur d'un gouvernement, c'est vrai qu'il faut des outils pour permettre d'articuler tout ça. Entre le secondaire, l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, il faut bien
il faut bien qu'il y ait une coordination. Et il y a des outils qui sont mis, interministériels déjà, qui existent et qui sont à présidence tournante, où on se retrouve pour discuter des questions qui se posent à nous. Actuellement, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur technique qui dirige ce comité. Et il y a derrière un comité technique aussi des secrétaires généraux des 3 ministères qui se retrouvent dans un cadre formel pour voir les avancées, les difficultés et tout qui se posent au système éducatif. Donc évidemment, ça peut être amélioré, hein, ça peut être amélioré, ça peut être mieux huilé, mais ça existe et ça fonctionne. C'est ça qui est très important pour nous. Monsieur le ministre, un mot de la fin? Mot de la fin, c'est de dire que ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de l'enseignement. C'est de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui encore, pas plus tard qu'avant-hier, a eu la générosité sur ses fonds de souveraineté, ses fonds propres, de mettre à la disposition des enseignants sans moto, pour faciliter leur travail. Cette attention particulière dont on a toujours bénéficié, vraiment nous va droit au cœur. Et ces motos vont être attribuées à ce qu'on appelle chez nous les directeurs sous-préfectoraux de l'enseignement élémentaire, pour qu'ils puissent sillonner ces écoles, y compris peut-être ces écoles en gare, pour accompagner la qualité de l'enseignement. Donc vraiment, pour moi, c'est une fierté de pouvoir le faire. Donc on va mettre ces motos. C'est beaucoup pour ces enseignants. C'est un outil de travail et on en est très fiers. L'autre chose, c'est dire toute ma fierté des enseignants, tous les enseignants de Guinée. Vous savez, la qualification des ressources humaines, c'est quelque chose de très important. Et les enseignants jouent un rôle primordial dans cela, pour qualifier les ressources humaines de la Guinée. Toutes les ambitions que le président de la République a, que le gouvernement a, ne pourront être atteintes que si les ressources humaines sont formées pour cela. Donc, c'est pourquoi je félicite les enseignants et je me dis il faut encore que nous continuions à qualifier ce corps, à le rendre plus attractif, à le rendre plus performant et à faire en sorte qu'ils aient bien conscience du rôle moteur qu'ils ont pour l'amélioration de la vie du Guinéen. D'accord. C'est les féliciter pour ce qu'ils font déjà, les encourager à continuer à le faire et à dire que c'est un beau métier et qu'on doit le faire. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Jean-Paul Seydi, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, était là pour nous parler de la gestion du système éducatif guinéen. Merci à vous les téléspectateurs, merci également à vous les internautes. Et sans oublier l'équipe très dynamique de l'Agence guinéenne de presse et nos amis de la RTG pour la diffusion de cet entretien. Et surtout aussi, n'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.